Je vois qu'a priori tout le monde est connecté. Super. Bonjour. 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 Et du côté de Sagesse Informatique? Et Guillaume nous rejoint. Je suis désolé, hein, je vous prends au pied levé, c'est quand même pas souvent qu'on a des conférences qui commencent en avance. Alors. Laurence, ton micro ne fonctionne pas. C'est bon. Super. Et Guillaume est toujours là? Oui, mais j'arrive pas à allumer ma Guillaume. caméra, mais ça va arriver. Ok, ouais, je te voyais pas, c'est pour ça. C'est pas très grave. Je vous envoie une demande à toute fin utile. Sinon, bah écoutez, on va lancer, on va continuer. Donc après cette parenthèse. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Après cette parenthèse dédiée, comme je le disais, aux collectivités, au secteur public, on va s'intéresser maintenant à une autre étape du cycle de vie des documents, qui est donc la gestion documentaire et leur archivage électronique. Donc pour parler de la conférence qui nous intéresse à présent, je suis entouré de Laurence Dessoulières. Bonjour Laurence. Laurence, qui est directrice marketing, communication et RSE chez Sagesse Informatique, éditeur de la Zindoc. Et également, côté Spark Archive, Tia Thomas. Bonjour Tia. J'ai l'impression que je ne vous entends pas les uns et les autres. Comment ça se fait? Vous nous entendez ou pas? C'est bon, oui, c'est bon. Autant pour moi. Je disais, Tia, vous êtes gestionnaire service client et référent RSE. Il y a un petit souci de réseau, frère. Ah, bon, j'espère que ça va se résoudre et surtout que nos participants nous entendent correctement. Et également, Mehdi Bousselam. Bonjour Mehdi. Bonjour. Mehdi, vous êtes responsable commercial toujours chez Spark Archive. Et puis, je ne présente plus Pierre Fuseau et Guillaume Vola qui nous accompagnent tout au long de cette journée. Pierre qui représente Cerda Conseil, Guillaume, la coopérative Carbone. Et c'est justement à vous que je donne la parole pour nous présenter tout d'abord quelques indicateurs relatifs à la dématérialisation éco-responsable. Pierre, je te désigne tout de suite comme présentateur. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et nous voyons ton écran. C'est bon pour l'écran? C'est bon. Eh ben, super. Eh ben, voilà, c'est troisième gros sujet et qui est extrêmement attendu puisque effectivement on est sur le stockage, l'archivage et en quoi effectivement ça va permettre de gagner et d'avoir de la performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a déjà un premier élément qui est, je dirais, contre-intuitif. C'est-à-dire, on se dit, j'ai des classeurs papier ou j'ai des dossiers papier. Les dossiers papier, je les mets dans une armoire ou je les mets dans une salle d'archives, etc. J'y touche plus, je bouge plus rien. À la limite, mes locaux d'archives, je les chauffe pas du tout, etc. Donc, ça doit être génial. Je dois avoir effectivement zéro émission. En fait, c'est hyper contre-intuitif parce que, comme vous l'a montré pour ceux qui étaient là effectivement ce matin, Guillaume a bien rappelé les différents scopes, hein, scope 1, scope 2, scope 3, et donc du coup, le papier déjà que vous avez mis dans les classeurs, dans vos dossiers, il a fallu fabriquer le papier, il a fallu broyer des arbres, il a fallu les blanchir, il a fallu découper, packager, livrer, imprimer recto, verso, etc., etc. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'amont. Donc du coup, l'aval, il va falloir effectivement le recycler à un moment donné. Donc là aussi, ça a besoin d'énergie. On a besoin effectivement de recycler le cas échéant. Et donc du coup, eh ben, en amont et en aval, et pendant le temps effectivement du stockage et de la conservation, eh bien, on a des émissions de manière majeure à prendre en compte. Voilà, quand on fait un bilan carbone, on doit prendre en compte tous ces différents éléments. Donc, du coup, partons effectivement sur nos calculs. Alors, repartons sur notre chaîne de la commande dans notre grosse PME privée, dans notre belle PME privée.
le stock physique de référence, alors là, on a calculé non pas par an, autant les précédents, on les avait calculés par an, donc c'était les émissions chaque année. Là, on est sur un stock physique de référence pendant 10 ans. Alors là, on est typiquement, je dirais, complètement en mauvaise pratique, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai mes dossiers, j'ai mes classeurs par client, je les ai bien rangés, je les ai bien stockés, je les mets dans les armoires, je les mets dans les couloirs, enfin, ce que vous avez probablement connu dans les années précédentes. J'espère pas que vous le connaissez encore aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, ça nous fait un comptage uniquement sur la partie stockage, en fait. Hein, on est sur 11 tonnes,7. Voilà, ça, c'est vraiment le référentiel. Ensuite, et c'est là où ça a une vertu vraiment intéressante et pédagogique, les sujets, c'est bon, est-ce que je le mets en GED, est-ce que je le mets en archivage, est-ce que si je le mets en GED, ça suffit? Alors, je ne vais pas rentrer dans l'aspect à la fois réglementaire, à la fois capacité de faire preuve auprès d'un juge, etc. Ça, c'est un autre sujet. Notre sujet aujourd'hui, vous l'avez bien envisagé, on est très très clairement sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si effectivement on stocke en GED pendant 10 ans, donc on est toujours effectivement non pas à l'année mais sur 10 ans, eh bien on descend à 318 kilos en fait, hein, d'équivalent CO2, et donc on réduit en fait la charge déjà de 97%. Alors là, ça veut dire que de manière évidente, tout ce qui a été fait en amont, c'est-à-dire la dématérialisation des flux entrants, etc., ça c'est fait, on les compte plus. Là, on compte uniquement le stockage, et donc une GED, évidemment, c'est plus gourmand en termes d'énergie qu'un système d'archivage. Et donc, du coup, le point 3, là, je fais de la bonne pratique, c'est-à-dire j'ai besoin dans mon archivage et mon classement, je dirais tous les jours, je mets en stock GED pendant 2 ans parce que pendant 2 ans, pendant 1 an, j'ai mon client qui est actif et donc j'ai besoin d'y accéder. La deuxième année, on attend un peu le temps que ça se calme et que les litiges ou les problèmes, etc., soient traités. Et donc après, je bascule, je fais un versement en fait de documents électroniques vers un système d'archivage électronique. Et donc, si je reprends mes 10 ans, j'ai 2 ans en GED et j'ai 8 ans en SAE. Et là, eh bien, on fait encore un saut, alors qui est un saut qui est majeur par rapport à la GED, parce que si vous regardez les 318 grammes par rapport aux 100 grammes, c'est la GED, enfin l'archivage électronique par rapport à GED plus archivage électronique, on divise par 3. Mais si on prend effectivement un rapport par rapport au document papier, là, on est à 99%. Donc, vous voyez, en compensation, là, on retrouve effectivement 5 arbres, on ne va pas plus loin. Donc, voilà. Donc, toutes mes factures pendant 10 ans, voilà, papier, que en GED, qui est moins bonne pratique, et en meilleure pratique, c'est GED plus SAE. Mais vous voyez un peu où on peut faire effectivement des gains. Voilà, donc je voulais vraiment partager avec vous cet élément-là parce que c'est vraiment significatif et on voit bien l'articulation entre GED et archivage électronique. Et après, on aura effectivement les développements de nos partenaires. Guillaume, côté chaîne de l'urbanisme, alors là, c'est du lourd, hein, c'est du 30 ans. Au moins. Au moins 30 ans, oui. Et contrairement à ce matin où on avait une petite différence et que tu avais très bien expliqué sur la chaîne comptable entre public et privé, en fait, on retrouve et on voit très bien entre le 100% et le 99% que l'on retrouve dans le traitement de la chaîne d'urbanisme dans le domaine public, exactement les mêmes chiffres et les mêmes ratios entre le stockage physique à 30 ans et un stockage, on va dire, soit tout en GED, soit en mode GED, mode hybride avec une partie pendant 5 ans en GED et après un stockage dans un système d'archivage électronique qui, on le sait, est beaucoup plus coûteux qu'une GED, au moins en investissement et certainement en émission puisqu'il faut plus de serveurs avec des infrastructures beaucoup plus complexes et beaucoup plus sécurisées.
Mais on retrouve, vous retrouvez dans le traitement de la chaîne d'urbanisme, donc effectivement l'archivage de tous les dossiers d'urbanisme, qui sont des assez gros dossiers en général, qu'entre un stockage physique, on atteint 23 tonnes, un peu plus de 23 tonnes, et le même stockage en hybride GED et SAE, où on arrive à descendre, donc toujours d'après les calculs faits avec notre référentiel, à un peu moins d'un quart de tonne, ce qui représente 99% de réduction, comme sur la chaîne de commande de facturation dans le secteur privé. Voilà. C'est vraiment très significatif, et ça s'explique aussi évidemment par la durée sur laquelle on fait le calcul. Évidemment, plus on va conserver de papier ou de physique dans des bâtiments qu'il faut, même si c'est pas chauffé à 19 degrés, il faut quand même entretenir un bâtiment, agrandir le bâtiment quand notre place disponible n'est plus suffisante, alors que sur du stockage numérique, on va dire que comme ça, rajouter un disque, c'est relativement aujourd'hui assez simple avec la virtualisation des serveurs. Voilà, donc là, en termes de bonne pratique, de manière tout à fait claire, disposer d'une GED / archivage électronique, là, on est vraiment sur de l'excellente pratique. Ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on se refuse de faire, c'est on aurait pu faire le calcul du style je laisse tous mes dossiers dans ma messagerie. Voilà, bon. Mais là, on aurait effectivement probablement baissé par rapport au papier, mais on n'aurait absolument jamais réussi à avoir des performances de GED ou de SAE. Merci Pierre. Voilà à titre d'introduction. Une personne du public demande aussi est-ce qu'on peut aller au-delà de ces 10 ans? J'imagine que ces 10 ans, c'est une référence pour vous faciliter les calculs. On peut aller bien sûr au-delà pour des documents. Oui, absolument. Alors, dans le référentiel, en fait, vous trouverez qui est le. Alors, sur l'archivage, hein, il y a la clé, enfin, l'indicateur numéro 15 et l'indicateur numéro 16. L'indicateur numéro 15, c'est une durée sur 10 ans avec un système d'archivage qui est en cohérence, en fait. Donc là, on est minimum 3,8 grammes au méga. Et si effectivement on prend un méga en archivage électronique sur une durée de 50 ans, et après 50 ans, on peut étendre, il n'y a pas de problème, etc. On est sur 8 grammes pour 50 ans. Donc, vous voyez, on est vraiment sur du résiduel et vraiment intéressant. Donc, effectivement, c'est vraiment pour pouvoir comparer ce qui est comparable. En fait, on a choisi 10 ans, mais évidemment, avec le référentiel, vous pouvez faire jouer les curseurs. Si vous êtes pro de la règle de 3, il n'y a aucun problème. Une autre question, et puis on passera évidemment la parole. Est-ce qu'à l'instar du cas de référence évoqué ce matin, c'était un cas secteur public, le cas hybride qui existe de fait en période de transition aggrave le niveau d'émission? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Très clairement, parce que en plus, moi je dirais hybride, en fait, c'est jamais vrai hybride, c'est-à-dire du style, c'est soit en électronique, soit en papier, c'est pas vrai. C'est des doublons en général. La vraie vie, c'est il y a le papier et il y a l'électronique en double et triple exemplaire, voire le papier en double et triple exemplaire. Et parfois, moi je le vois au niveau gestion électronique de courrier, les personnes reçoivent le document en électronique, donc il y a eu l'effort, et ils attendent de recevoir le papier pour pouvoir le traiter. Donc en fait, c'est double punition, voire triple punition. Ouais. Moi, j'ai le cas le plus illustrant, c'est souvent les GEC où on va numériser tous les courriers entrants, mais on va continuer finalement à amener, par habitude, les courriers papier vont continuer à se déplacer entre les services avec des déplacements, des voitures, etc. Donc là, on est dans un mode hybride le pire, on va dire en termes d'émissions. Voilà. Et on retrouve l'augmentation par rapport effectivement au calcul qui avait été fait pour l'urbanisme notamment, c'est-à-dire plus d'émissions quand c'est hybride en fait. Ouais. On peut y avoir une période de transition, on est un peu sur un mode hybride, mais il faut vraiment faut le piloter. Dans un projet, le piloter, diminuer cette période le plus possible. C'est ça.
Super, merci beaucoup. Bon, et puis pour éviter effectivement cette période de transition et passer à un mode hybride, on peut utiliser une solution adaptée de gestion électronique de documents, comme celle que propose Sagesse Informatique. Je vais désigner Laurence pour que tu présentes ton écran, pour que tu nous en dises un peu plus sur Sagesse et votre solution de jet de bas carbone Zindoc. Est-ce que vous m'entendez? Oui, et on voit ton écran. Super. J'ai pas un très bon réseau malheureusement aujourd'hui. Alors je vais peut-être voilà, juste montrer qui je suis. Et si le réseau ne fonctionne pas bien, j'enlèverai ma caméra, j'en suis désolée par avance. Voilà. Pour l'instant, tout Ok. fonctionne. Super. Et ben voilà. Donc je suis directrice marketing stratégique et RSE chez Sagesse Informatique, qui est éditeur de la solution GED Zindoc. Voilà, à destination des TPE-PME, essentiellement. Tu veux me poser des questions, Fabien, ou du coup je rentre direct dans le sujet? Bah ouais, présente-nous effectivement un petit peu Zindoc et Sagesse. Ok, alors, eh bien simplement, en fait, nous, donc Zindoc est une GED et elle a la particularité d'être la seule GED bas carbone pour les PME. Alors, je vais un petit peu expliquer notre approche. Nous, on est une société de 140 employés, donc on est vraiment une PME. Il y a encore 2 ans, quand on a lancé ce programme, on était aux alentours de 50-70 employés. Donc, ça montre qu'on peut faire des choses, y compris quand on est petit, et influer son environnement et prendre conscience de la pollution, non seulement papier, mais du numérique. Et nous, quand on a pensé à tout ça, à monter un programme green, on a directement pensé à essayer d'en faire bénéficier nos utilisateurs, c'est-à-dire vraiment monter un programme de dématérialisation responsable qui soit basé sur un certain nombre d'éléments concrets dont on parlera tout à l'heure. Et comme l'a évoqué Caroline Buscal tout à l'heure, on était très conscient déjà de l'impact environnemental du numérique, et ce qu'on ne voulait pas, c'était pousser nos clients vers une dématérialisation et remplacer une pollution par une autre. Et comme l'a évoqué Pierre Fuseau aussi, les emmener vers de l'infobésité dans des environnements hybrides, papier plus électronique. Donc, c'était vraiment ça qu'on a gardé en tête. Et la dernière chose qu'on a gardé en tête, c'est faire tout ça au moment où on a eu 20 ans, c'était en 2020. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, montrer qu'une PME pouvait aussi influer son environnement et faire bénéficier ses utilisateurs et ses clients de son expérience et de sa démarche de dématérialisation responsable. Voilà. Donc ça, c'était nos objectifs. Et du coup, pour les atteindre, quelle approche vous avez mise en place? Quelles actions vous menez au quotidien? Alors, on a monté un programme qui s'appelle ZinPlanet, qui, comme vous l'avez vu, est décliné du programme du nom de Zindoc, de notre solution de gestion électronique de documents. Et l'approche qu'on a mise en place, c'est qu'on voulait vraiment que ce soit une approche concrète, la plus sérieuse possible. Donc, on ne l'a pas fait tout seul. La première chose, c'est qu'on a fait appel à des prestataires spécialistes de leur secteur. Déjà, on a fait appel à une société pour faire notre bilan carbone. On a fait ce bilan carbone alors qu'on était uniquement une 50aine d'employés. Et on l'a refait parce qu'on a une croissance de plus de 40% chaque année. Donc, nos émissions allaient plus vite que tout ce qu'on pouvait mettre en place. Donc, il fallait qu'on soit vraiment conscient. Ce bilan carbone, on a tenu tout de suite à faire ce qu'on appelle un bilan scope 3. Je crois que Caroline Buscal l'a évoqué tout à l'heure, il y a différents niveaux de bilan carbone. Le scope 3, c'est le bilan carbone le plus élevé possible aujourd'hui, puisque ça tient compte des impacts directs et des impacts indirects que nous avons sur l'environnement. Voilà. Une fois ce bilan carbone effectué, on a amélioré et mis en place un certain nombre de fonctionnalités dans notre gestion électronique de documents dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure.
Et il nous est resté ce qu'on appelle des émissions incompressibles. Et on s'est associé à un groupement de forestiers français qui s'appelle Écoterie, avec qui on a souhaité compenser ces émissions incompressibles en replantant des arbres sur plusieurs dizaines d'années avec eux en France. Et cette démarche, on a souhaité la labelliser, la faire certifier par un bureau de contrôle qui s'appelle Bureau Veritas et qui a certifié avec Écoterie que les arbres que nous avons plantés, évidemment sont visibles, mais font aussi fonction de puits de carbone. Voilà. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, on a voulu donc faire bénéficier, étant donné que notre gestion électronique de documents est en mode SaaS, c'est-à-dire dans le cloud, on mutualise un certain nombre de choses, mais évidemment les ressources auxquelles on fait appel et qui, dans le monde du numérique, on parle de la plus grosse pollution numérique, on pense souvent data center, même si Pierre Fuseau a fait en effet tout à fait référence à la masse de papier, aux espaces de stockage, etc. Et donc, on a essayé de comprendre comment on pouvait optimiser tout ça et faire bénéficier nos utilisateurs de ces optimisations que l'on a menées avec nos prestataires data center et déjà leur faire comprendre quelle était l'empreinte numérique qu'ils avaient en utilisant ZinDoc. Alors, c'est très simple, on a mis en place une petite calculette sur notre site ZinPlanet. Et cette petite calculette, elle s'appelle la Zin Calculette, tout simplement. Voilà. Pardon, excusez-moi. Hop. Et cette petite calculette, en fait, que vous soyez utilisateur ou pas, c'est complètement public. Vous pouvez regarder quel est le forfait que vous utilisez et quelles sont les émissions de carbone, donc les fameuses émissions incompressibles que l'on compense. Quelles sont les émissions liées en fait à la taille du forfait que vous utilisez. Vous voyez à droite, voilà, de 0,5 à 10 gigas, etc. Et en dessous, ça vous donne en fait l'équivalent du nombre d'arbres qu'il faut planter pour compenser en fait l'utilisation d'un forfait ZinDoc dans le cloud en mode SaaS. Alors, comme on a déjà pas mal optimisé les choses, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment. En fait, chaque utilisateur utilisant un forfait, en fonction de la taille, vous voyez qu'il n'y a pas énormément. On compense de 1 à 3 arbres, ce qui est vraiment peu, eu égard les chiffres qu'a montré Pierre Fuseau. Et en fait, on compense l'empreinte carbone de nos utilisateurs utilisant ZinDoc avec des arbres. Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ce programme ZinPlanet où on a cette approche où on explique l'empreinte du numérique, on explique ce que l'on fait et on explique à nos utilisateurs qu'ils peuvent utiliser cette GED en toute confiance et on leur délivre une certification et un badge comme quoi ils utilisent bien une GED bas carbone. Voilà. Alors, je crois que ta question d'après, c'était en effet, qu'est-ce qu'on met en place? Quelles sont les actions concrètes, mis à part ce programme de compensation d'émissions incompressibles? Alors, j'en ai un petit peu parlé. On a investi dans les puits carbone dans les forêts françaises avec Écoterie. On a aussi mis en place un cloud français. On fait moins de kilomètres quand on va se connecter à un data center en France que quand on va se connecter sur le territoire américain. On fait en sorte, on essaye de pousser aussi nos utilisateurs à travers nos fonctionnalités à passer à du papier à du tout numérique. Comme l'a dit Pierre tout à l'heure, le pire, c'est vraiment les environnements hybrides où on utilise toujours autant de copies papier et toujours autant de copies numériques. Donc du coup, nous, on a la chance, on a un atelier du digital, c'est un atelier de numérisation professionnelle, c'est-à-dire qu'on maîtrise la chaîne de bout en bout et on propose à nos clients déjà de les aider à numériser et à tout passer dans ZinDoc de manière à pouvoir abandonner le papier et bénéficier de processus le plus automatisé possible autour de la gestion documentaire de manière à ne pas avoir à revenir au papier. Alors, vous avez un flux entrant, un flux sortant, vous n'aurez pas à revenir au papier. Donc, il est évident que non seulement ZinDoc est une GED, je crois que vous allez en parler tout à l'heure aussi, il y a des process et des fonctionnalités liées comme de la signature électronique, comme du bulletin de salaire électronique, etc., qui évitent
en effet, de ressortir et de réimprimer et de revalider, etc. Donc ça, c'est déjà la première chose. On l'a offert dans 3 domaines. Je crois que Spark Archive va en parler tout à l'heure, dans le domaine de la dématérialisation RH, la dématérialisation de dossiers fournisseurs et la dématérialisation du dossier client. Ces 3 domaines couvrent le spectre de l'administratif d'une entreprise. Tous nos serveurs sont mutualisés, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 9000 clients. Si ces 9000 clients, 9000 entreprises utilisatrices de Zindos, qui représentent à peu près 280 000 utilisateurs, si ces serveurs n'étaient pas mutualisés, il y aurait un serveur de fichiers ou un serveur de stockage pour chaque entreprise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu de 9000 serveurs, on a quelques serveurs mutualisés dans un cloud français. Enfin, on a passé un accord il y a un peu plus d'un an et demi, avec notre prestataire gérant nos data centers. Et nos choix se sont portés sur des data centers fonctionnant à l'aide de l'énergie verte et surtout ayant ce qu'on appelle une norme ISO 50001, qui est une norme d'optimisation et du management de l'énergie. Voilà, notamment avec des data centers qui ont besoin de beaucoup moins de clim parce que, par exemple, sont enterrés. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aussi aujourd'hui par les data centers. La troisième action, c'est des solutions de gestion documentaire dans la durée, parce que si on fait ça et que ça marche la première année, mais que ça ne marche pas, comme on l'a vu sur les 6 ans, les 10 ans, les 30 ans d'archivage légal selon les typologies de documents, donc on a mis en place des solutions d'archivage, notamment à valeur probante, des SAE, comme l'a évoqué Pierre Fuseau, avec des partenariats sur certaines typologies de documents, soit qui sont, en effet, qui ont une certaine taille, soit qui ont une valeur probante, mais ce n'est pas là le sujet aujourd'hui. On a aussi obtenu, suite à la mise en place de toutes ces démarches qui ont pris plus de 2 ans, plus de 2 ans, hein, le label Trust, qui est un label de confiance opérationnelle, on a obtenu la meilleure note à 1. Et on a commencé à mettre en place aussi des fonctionnalités dans Indoc depuis un an et demi, de manière à limiter l'infobésité, c'est-à-dire pas répliquer ce qu'on connaît dans le monde du papier, dans le monde du numérique, avec de la détection de doublons, avec du partage de liens aussi, par exemple, de manière à partager des liens et ne plus envoyer des mails avec des pièces attachées. Et le résultat, c'est aujourd'hui 320 millions de pages électroniques déposées dans Indoc, ce qui est un équivalent, je me suis basée sur des chiffres de l'ADEME pour le calculer, de 19 200 arbres qui n'ont pas été, comme le disait Pierre tout à l'heure, coupés, compactés, découpés, etc. Plus de 3000 arbres plantés au titre de la compensation complémentaire pour absorber le reliquat de nos émissions de carbone. Voilà. Et à ce jour, plus de 6% de nos 9000 clients en un an et demi à peu près, parce que ZinPlanet à peu près 1 an et demi, 2 ans, ont demandé leur badge bas carbone. Et à ce titre, je voudrais juste, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes, Fabien. Oui, vas-y. Super. Je voudrais vous montrer une petite infographie très simple. Simplement pour vous montrer que aujourd'hui, une démarche Green IT, c'est pas juste en fait, oui, et faire son bilan carbone, c'est déjà très bien, hein, ça prend du temps. Nous, ça nous a pris à peu près 2 mois pour le faire. Compenser le reliquat de ces émissions, super. Quand vous trouvez un bon partenaire avec des bons prestataires, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, dans RSE, il y a aussi la partie responsabilité, traitement des employés et gouvernance. Alors, je voulais juste vous montrer cette petite infographie. Donc, sur la partie environnement, voilà ce qu'on a mis en place. Et encore une fois, il y a 2 ans, on était 50-70 employés. Aujourd'hui, on est 140. Donc, on peut le faire même quand on est petit. Et aujourd'hui, je vous ai parlé du programme ZinPlanet, donc du bilan carbone, de la forêt écoterie. Je vous ai parlé des data centers fonctionnant à voilà, de l'énergie verte et certifiée ISO 50001. Mais on a aussi voulu aller plus loin, nous, en interne. Par exemple, on a décarboné tous nos sites web. On en a plusieurs, puisqu'on a plusieurs activités de numérisation, gestion électronique de documents. ZinPlanet a son propre site web. On a un comité carbone en interne. Et d'ailleurs, on a démarré, on va continuer ce comité carbone avec une démarche de Diag Impact qui est soutenue par la BPI, notamment auprès de petites entreprises,
vous pouvez bénéficier de subventions et d'aides de manière à mettre en place une feuille de route par rapport à votre stratégie sur les 2, 3, 4 ans à venir. Voilà. Sur la partie employés et collaborateurs, à ne pas oublier, on a mis beaucoup de formations et de sensibilisation en place, pas juste sur la partie RSE, mais y compris des formations techniques, commerciales. On a tout un parcours de formation, d'accueil de nouveaux employés. On a des programmes de cooptation. On est très attaché à tout ce qui est parité homme-femme. On a amélioré beaucoup la communication interne, qui est quand on grossit et quand on est dans de la démat, on est souvent aux quatre coins de la France. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place des outils pour continuer à communiquer, aussi bien entre nous. Voilà. Et on a reçu le label par nos employés. On les a fait participer à une démarche externe qui s'appelle Best Place to Work. Et on a fait partie des nominés Best Place to Work de 2022. Voilà. En termes de gouvernance, je voulais juste vous récapituler. Donc, on a parlé de Dabel Trust avec la meilleure note A1. Notre hébergeur est aussi certifié ISO 27001. On est évidemment totalement conforme au RGPD et on a un DPO qui nous suit de manière très proche là-dessus. Et là aussi, très important, Sagesse Informatique qui est français mais d'origine corse. Et on est très attaché à avoir des actions locales et des influences locales là où on est implanté. On a beaucoup d'actions d'ailleurs sur Ajaccio. Notre président fondateur est très humble et très discret toujours au niveau de ses actions, mais on fait pas mal de choses, par exemple pour l'accueil des enfants qui sont dans des hôpitaux et qui sont atteints de cancer, enfin des choses comme ça. Donc voilà, je voulais juste rappeler en fait et terminer là-dessus, c'est que c'est pas juste la démat responsable, c'est pas juste un programme Green IT et on compense terminé. Il y a vraiment une démarche de fond derrière et qui va toucher à la partie aussi collaborateurs, employés et gouvernance de l'entreprise. Et très important, c'est d'avoir une feuille de route et avec peu de moyens, mais beaucoup de créativité et beaucoup de collaboration entre employés et en se faisant aider par des prestataires externes, on arrive à des choses assez sympas. Voilà, qu'on peut partager aujourd'hui. Et j'ai été ravie de le faire avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci Laurent, c'est un plaisir partagé. Et je trouve que c'est très important de rappeler que dans RSE, il y a l'environnement, mais il y a aussi le côté humain. Ça fera d'ailleurs écho avec la keynote de clôture. Je vais maintenant donner la main à Mehdi pour diffuser votre écran. Vous allez nous en dire aussi un peu plus sur Spark Archive, vos démarches RSE aussi, qui feront peut-être un petit peu écho avec celles de Sagesse. Vous allez nous dire tout ça. Alors, pas de problème. On arrive, excusez-moi, juste le temps de retrouver la slide. On ne vous entend pas très bien, Mehdi. En tout cas, peut-être que ça vient de moi. Est-ce que là c'est mieux? Un petit peu, oui. J'ai l'impression que vous êtes encore un peu loin, mais Bah, c'est peut-être le temps que l'ordinateur se chauffe. Hein. Excusez-le. ça doit être ça. Attaquer les slides. Vous les voyez bien? Allez-y. Oui, c'est bon. Ah, et on vous entend beaucoup mieux aussi. Très bien. Eh bien, écoutez, tout d'abord, merci beaucoup. On est très content, côté Spark Archive, de pouvoir participer à un événement de ce type-là. Ça nous permet aussi d'avoir une autre vision sur l'activité quotidienne qu'on peut avoir. Et l'idée aujourd'hui avec TIA, c'est justement de dérouler la vision qu'a Spark Archive sur le sujet RSE dans sa globalité. Et pour ce faire, on va faire une petite présentation en 3 parties. Alors très rapidement, mais très très succinctement, vous présentez Spark Archive pour que vous puissiez avoir un peu le positionnement de notre société. Ensuite, je passerai la main à Tia pour pouvoir vous présenter un peu l'ensemble des politiques éco-responsables qu'on peut appliquer au sein du groupe dans sa globalité. Et on reviendra sur un niveau plutôt société, plutôt Spark, et à voir comment, dans notre quotidien, on intègre cette politique pour proposer à l'ensemble de nos clients des solutions qui sont en totale adéquation avec notre vision de la partie éco-responsabilité. Si ça va à tout le monde, je démarre avec une très rapide présentation de Spark Archive. Donc Spark Archive fait partie de CLI Group. Donc CLI Group est une ESN française qui a 35 ans. Pour ce qui est de Spark, ça fait 15 ans qu'on propose un peu plus de 15 ans qu'on propose notre logiciel. On représente un chiffre d'affaires global de 95 millions d'euros en 2022, dont 5 millions spécifiques à la partie archivage. Et on adresse de nombreux clients avec près de 730 collaborateurs qui nous permettent d'aller adresser tous les sujets d'ordre archivistique et plutôt connexes.
On adresse tout type de secteur, parce que les sujets d'archivage sont communs à toutes les entités, hein, que ce soit la partie assurance, la santé, le luxe, l'industrie et bien sûr les services publics. Et on réalise ces actions, que ce soit en France, mais également à l'étranger, où on réalise près de 35% de notre chiffre d'affaires entre la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Notre volonté est de proposer une solution d'archivage qui soit déployable sur toute l'Europe et faire de Spark Archive une solution qui soit leader sur le marché européen en termes d'archivage. Voilà une très rapide présentation de notre société. Je repasse la main à Tia pour faire un focus sur les politiques mises en place au sein du groupe. Et je t'en prie. Merci beaucoup, Mehdi. Alors, donc effectivement, donc Spark Archive fait bien partie du groupe de CLI Group et bien évidemment, il y a une politique RSE qui a été mise en place depuis plusieurs années. Et donc, de ce point de vue-là, nous nous sommes engagés donc auprès de certaines initiatives externes, excusez-moi, de façon à accélérer en fait notre démarche de numérique responsable. Donc, nous avons rejoint l'initiative Planet Tech Care et nous avons aussi effectivement signé, nous sommes devenus signataires du Global Compact de façon à soutenir aussi bien évidemment les objectifs du développement durable. Merci, Mehdi. Effectivement, je vais disparaître. Ah. Excusez-nous, on a perdu la présentation. Non, excusez-moi. Nous, on vous voit toujours, c'est bon. Non, désolée. Du point de vue, effectivement, donc comme on disait tout à l'heure, d'un point de vue effectivement social et droits humains, pour la 4e année consécutive, nous avons eu le label Happy Index pour du côté des trainees, effectivement. Donc, 95% des stagiaires et des alternants recommandent CLI Group comme environnement de travail. Et nous avons aussi, nous tentons aussi de favoriser le recrutement et l'inclusion de collaborateurs en situation de handicap, donc avec la mission handicap qui a été mise en place maintenant depuis plusieurs années. Et tout ça se passe avec beaucoup de sensibilisation auprès des managers et de tous nos collaborateurs. Du côté du numérique responsable, nous avons obtenu le label niveau 2. Et donc, les exigences de ce label portent sur plusieurs critères. Donc, réduire effectivement l'impact du numérique sur le plan social, sociétal et environnemental, parce qu'il n'y a pas que l'environnement, mais il y a aussi la partie sociale et sociétale. Formaliser et déployer une politique de numérique responsable, maîtriser l'utilisation et la fin de vie des équipements et développer des compétences en numérique responsable. Toujours dans ces objectifs-là, nous avons obtenu il y a maintenant quelques années la certification NF 461 qui montre la conformité avec la norme NFZ 42013. Cette certification garantit l'intégrité, la pérennité et la traçabilité des documents numériques hébergés, ce qui est effectivement très important d'un point de vue par rapport au tout le vrac numérique dont effectivement Mehdi vous parlera dans quelques minutes. Et concrètement, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de sensibilisation. Donc, pendant la semaine européenne du développement durable, il y a plus de 400 collaborateurs ont été sensibilisés à la RSE, aux enjeux du développement durable et au numérique responsable. Et même cette semaine, en fait, chez nous, a duré 15 jours. Donc, on a vraiment prolongé, on est parti de la semaine européenne du développement durable et on a décidé de prolonger ce temps-là pour sensibiliser le plus de collaborateurs possible. De la même façon, la fresque du climat est déployée depuis maintenant 1 an pour sensibiliser nos collaborateurs aux enjeux environnementaux. Nous travaillons aussi sur l'accessibilité numérique, donc de plusieurs façons. Il y a un travail d'audit qui est actuellement effectué sur le logiciel Spark Archive en vue de le rendre plus accessible. Et le site de Spark Archive est aussi à l'heure actuelle en cours de construction avec cette idée d'accessibilité en tête. Nous avons aussi, de l'autre côté, pour lutter contre la fracture numérique, des donations de matériel informatique qui sont en cours pour, comme je disais, donc pour lutter contre la fracture numérique. D'un point de vue du côté de l'environnement, il a été mis en place une charte de télétravail pour limiter les déplacements domicile-travail et ajouter aussi effectivement de la qualité de vie au travail. Il y a aussi du reconditionnement des ordinateurs portables de façon à prolonger leur durée de vie et réduire leurs impacts environnementaux. Les ordinateurs et bien évidemment tous les équipements de bureau sont concernés. Et nous avons mis en place aussi une politique d'achat responsable. D'un côté, les équipements de bureau, donc tout le matériel informatique doit avoir une certification
ou une labellisation prouvant sa durabilité. Et l'objectif est que 100% des équipements de bureau seront certifiés d'ici à 2025. Et du côté des data centers, puisque nous faisons aussi de l'hébergement au niveau de Key Group, le choix de nos opérateurs de data centers s'inscrit aussi dans une politique environnementale vertueuse. Nous choisissons nos opérateurs dans cet objectif-là. Et je repasse la main à Mehdi pour le FRAC numérique. Effectivement, vous comprenez bien que l'ensemble de nos équipes côté Spark Archive, donc aussi bien recherche et développement que projet, que produit et que commerce, évoluent dans un contexte qui nous rappelle quotidiennement l'impact et l'importance de la prise en compte de l'éco-responsabilité. Et donc, on construit des offres pour justement aller répondre à ces besoins, ceux qu'on identifie à court, moyen et long terme. Alors, pour vous les présenter, je vais juste représenter un peu le fonctionnement de la solution. C'est toujours intéressant pour comprendre un peu dans quelle logique on s'inscrit. Donc, Spark Archive est bien un système d'archivage électronique donc, qui travaille de façon transverse et bien, a pour vocation de récupérer des sources de données pour les conserver selon les attendus de la norme, donc NF 42013, telle que précisée par Atia précédemment, et la marque NF 461 rattachée. Donc, on travaille de façon transverse, on propose plusieurs fonctionnalités archivistiques, des référentiels de gouvernance, et donc ce qui nous permet d'apporter donc toute la sécurité liée à la conservation à long terme des archives. Enfin, là n'est pas le sujet. On va revenir plutôt à un sujet d'éco-responsabilité, et sur cette problématique-là, à court terme, côté Spark Archive, ce qu'on est en train de proposer, c'est une offre mutualisée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a présenté précédemment que le fait de conserver des archives dans un SAE, de par les sujets de redondance qui ont pu être évoqués par Guillaume Vola, ont un impact sur l'infrastructure. Néanmoins, toutes les entités qui ont vocation à aller conserver des archives dans un système certifié, et elles sont nombreuses, parce qu'il y a des sujets réglementaires derrière, n'ont pas forcément les volumétries nécessaires pour pouvoir justifier d'une installation on-premise. Qu'à cela ne tienne, on a réfléchi à une proposition d'offre mutualisée qui va donc mutualiser, comme son indique, la partie applicative, mais également la partie infrastructure. L'intérêt, c'est de pouvoir donner accès à un système d'archivage électronique certifié à des structures ayant des petites volumétries, quand bien même les attentes réglementaires s'appliquent à tous. Je pense au RGPD, je pense à des sujets de facture électronique, et ce qui va permettre, in fine, d'avoir une réduction de coûts, donc concernant la mise en place et l'accessibilité du service, une mutualisation des infrastructures avec le fait de partager les data centers nécessaires au run de l'application avec plusieurs clients, et s'inscrire dans une démarche numérique responsable, car ça vous fait bénéficier, ou ça fait bénéficier à nos clients de façon induite des certifications qui sont obtenues par Spark Archive ou par Key Group de manière générale, comme l'ANR niveau 2 que Tia a présenté précédemment. Donc ça, c'est une approche qu'on a proposée de façon à court terme, qui va être prochainement mise à disposition, et de façon un peu plus lointaine, ce qu'on voit arriver, et je pense comme beaucoup de gens autour de la réunion aujourd'hui, c'est l'impact du vrac numérique. Le vrac numérique est un sujet qui est énormément énergivore, alors aussi bien sur un point de vue infrastructure, parce que ce sont des centaines, parfois des centaines de milliers de fichiers qui attendent patiemment de connaître un traitement alors qu'ils ne sont pas forcément identifiés. Donc, c'est vrai qu'on peut attendre assez longtemps. Et c'est également un temps fou pour les équipes qui sont en charge d'aller débroussailler ces sujets. Donc, là-dessus, on a plusieurs approches. On a une approche plutôt préventive. Et dans le cadre de cette présentation, c'est celle qu'on déroulera aujourd'hui. Donc, qui est plutôt simple. Elle fonctionne en 3 étapes. La première consiste à mettre en place une politique de gestion de l'information. Parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de se poser des bonnes questions en amont. Comment on va traiter la production documentaire? Quelles sont les actions à réaliser? Comment on l'organise? Quelles sont les méthodologies à mettre en place? La seconde étape est de proposer un mode opératoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réfléchi à la stratégie à adopter, il faut qu'on puisse le traduire en mode opératoire qui sera communiqué à l'ensemble des équipes. L'intérêt, c'est que tout le monde puisse savoir ce qu'il a à faire avec ces documents, qu'est-ce qu'il y a à conserver, pas à conserver. Donc, ce qui permet déjà d'avoir une première action préventive. Et le troisième point de cette approche, c'est bien sûr la partie des moyens. Et sur les moyens, il y a bien sûr l'expertise humaine. Ça, on ne pourra pas y déroger, et tant mieux, parce que l'humain reste quand même la valeur essentielle au travail. Je veux dire, sans humain, ça va être compliqué d'avancer. Et l'autre sujet, c'est la partie outils numériques. Et la chance qu'on a, c'est que l'informatique évoluant, on est en capacité de proposer, ou du moins de réfléchir à des solutions permettant de simplifier les actions des différents collaborateurs impliqués. Et sur la partie outils numériques,
C'est typiquement dans ce cadre-là que Spark Archive est en train de réfléchir, en train de construire une solution à destination du vrac numérique qui va, de la même manière que l'offre présentée précédemment, fonctionner plutôt en mode service, c'est-à-dire que la puissance de calcul qui va être prévue dans les traitements sera plutôt mutualisée avec l'ensemble des clients. Donc, ce sera plutôt un service proposé en mode SaaS, ce qui permet en fait d'optimiser le rendement de l'application et qui va fonctionner selon différentes étapes plutôt simples. La première concerne le téléversement des fonds. Donc, on va pouvoir y verser un lot. De là, on va avoir l'application qui va extraire tout un ensemble de métadonnées associées à vos documents. Donc, ça va permettre de faire gagner du temps, typiquement à l'archiviste ou au service producteur qui a pour rôle, normalement, de maîtriser ces données. Mais parfois, on est un peu pris par l'activité quotidienne. Et donc là, l'application va extraire des métadonnées associées à ce fonds, ce qui va permettre, via un système d'intelligence artificielle, de proposer des groupements de dossiers. Donc, typiquement, on va pouvoir identifier très rapidement les doublons existants dans ce fonds. Donc, on va pouvoir les mettre de côté. On va pouvoir regrouper des dossiers par rapport à des thématiques globales qui ont été retenues. Ça peut être par rapport à la sémantique utilisée, par rapport à la redondance de certains mots. On va pouvoir donc les afficher et les classer. Là, ça va permettre à l'utilisateur, donc l'archiviste typiquement, de pouvoir classer et ranger les lots par rapport à des sorts finaux, donc des sorts à appliquer. Ça peut être l'archivage, ça peut être l'élimination, ça peut être le tri, d'autres tris. Donc, tous ces éléments-là vont permettre ensuite à l'application d'appliquer le traitement final et donc l'utilisateur va pouvoir télécharger le lot traité. Donc, l'intérêt de cette solution est bien sûr de pouvoir diminuer la volumétrie associée au vrac et donc pouvoir se concentrer sur soit l'archivage des dossiers et des documents qui sont réellement engageants pour la société et donc qui vont avoir un impact infrastructure mais qui sera justifié de par le rôle du document, soit de justement identifier les éléments qui sont à supprimer et qui vont pouvoir du coup libérer de l'espace et éviter d'avoir une surcharge de consommation ou d'usage par rapport à l'infrastructure mise en place. Donc, c'est une solution qui est en cours de finalisation, qu'on devrait proposer à moyen, long terme. Donc, j'espère pouvoir vous en dire plus assez rapidement. Et pour notre part, on a fait le tour des sujets côté Spark Archive. Merci à tous les deux pour ces précieuses informations. Alors effectivement, si il y a des personnes dans le public qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les partager. En attendant, j'avais une question à poser à tout le monde, y compris Pierre et Guillaume, qui nous est arrivé un peu plus tôt dans la journée, qui concernait justement la démarche RSE, à qui faire appel, vers qui se tourner, quel accompagnement externe bénéficier. Et je trouvais ça intéressant, comme on est finalement 3 entreprises différentes qui avons mis en place des démarches RSE à différentes échelles. Quels conseils vous pourriez donner et éventuellement, si vous avez des noms à citer, des noms d'organisations à contacter pour porter la démarche RSE de l'entreprise. Sur l'empreinte carbone, je pense que Guillaume, tu peux tout à fait incarner cela. C'est la réponse que j'avais faite à la personne, mais… Alors, oui, il y a 2 sujets. Je pense que sur une démarche RSE globale d'entreprise, c'est pas du tout le secteur ni l'ambition de la coopérative carbone qui se limite à… C'est déjà énorme d'accompagner les entreprises dans leur démarche déjà de compréhension et de mesure de leur empreinte et ensuite de réduction de cette empreinte. Voilà, ça c'est vraiment la démarche de la coopérative carbone qui va, on l'espère, se multiplier sur d'autres territoires. Après, évidemment, il y a beaucoup de bureaux d'études qui font du bilan carbone plus ou moins sérieusement et ça, après, c'est un peu à chacun effectivement d'évaluer et d'essayer de se documenter sur comment on fait un bilan carbone. Parce que si on fait que mesurer, on passe vraiment à côté du principal qui est la partie en amont, et c'est bien décrit dans la méthode bilan carbone, qui est le fait de sensibiliser et de créer une culture d'entreprise autour de ces problèmes d'émissions et du carbone. Et puis, évidemment, si on a mesuré, mais qu'ensuite on n'a pas un plan d'action et de réduction et de sensibilisation de toutes les parties prenantes à l'entité ou à l'organisme,
eh bien, on a fait que mesurer, mais on a fait un tiers du travail. Après, sur la démarche RSE, ça peut effectivement s'inclure dans une démarche RSE plus globale à l'entreprise, hein, comme Mehdi nous en a parlé. Mais là, moi, j'ai pas d'expérience. En tout cas, la coopérative n'intervient pas dans le domaine RSE. Peut-être Pierre ou d'autres peuvent compléter ma réponse. Sur le sujet, effectivement, il y a R comme responsabilité. Donc ça veut dire effectivement que on est en capacité de démontrer qu'on a mis en place un système. Et un système, ça veut dire de la gouvernance, ça veut dire de l'engagement de tout à chacun et du suivi des actions dans le temps. Bon, voilà, ça c'est le R. Ensuite, il y a le S de sociétal, social, et donc là, on est effectivement sur l'humain, en fait, de manière extrêmement centrée. Donc, du coup, là, on est raccord avec l'approche de l'ONU, avec la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'illettrisme, etc. Enfin, de manière vraiment très, très globale. On est vraiment sur une approche très, très globale, en fait, donc c'est le S. Et puis, le sujet qu'on traite aujourd'hui et qui est déjà assez énorme, hein, comme vous l'avez souligné, eh ben, c'est le E de environnement, en fait. Hein. Et donc, l'environnement dans notre sujet, c'est un sujet d'environnement où il y a effectivement le physique, c'est-à-dire il y a le papier, parce que bah, ça rentre aussi dans la démat, hein, globalement, et il y a tout le volet numérique, en fait, qui a été bien identifié par nos deux keynoteurs de ce matin, en fait, l'ADEME, Green IT. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que RSE, c'est un mot, enfin, c'est un mot valise qui porte beaucoup de choses, qui permet de traiter et d'avoir une vision de nature différente et vraiment multiple. Donc, du coup, moi, j'ai l'habitude de dire, bon, il y a le R, il y a le S, et puis il y a le E. Et donc, quand on prend le E, ben, le démarrage, effectivement, par les mesures, le mesure de l'empreinte carbone, c'est un élément très construit, démontré, et qui permet effectivement de dérouler des plans d'action derrière, en fait. Donc, voilà, le E, on peut l'aborder effectivement par ce sujet-là. Et à partir de ce moment-là, ben, on avance. Voilà, donc de manière globale, ben, c'est vrai que nous, on travaille plutôt sur le E dans notre action au quotidien des systèmes d'information numérique, en particulier sur la chaîne et sur le cycle de vie documentaire et de la data au niveau donc des maths. Et donc, RSE au niveau global, là, on est plutôt effectivement sur des cabinets généralistes qui effectivement accompagnent des organisations de manière aussi assez générale, en fait. Merci à tous les deux. Laurence, Tia, Mehdi, est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez partager avec des organisations qui veulent se lancer comme vous avez pu le faire? Je me permets de prendre la parole, effectivement. Je vais effectivement dans le sens de Pierre et Guillaume. C'est vrai qu'effectivement, la première étape, c'est de mesurer à la fois l'empreinte carbone et à la fois l'égalité homme-femme, par exemple, aussi, qui est un sujet que vous n'avez pas abordé, mais auquel je pense aussi. Donc voilà, le premier outil est effectivement la mesure. Et une fois que la mesure a été mise en place, à ce moment-là, mettre un système qui permet chaque année de voir si il y a une amélioration, peut-être parfois aussi de la régression. Donc voilà. Oui. La première étape, c'est effectivement la mesure. Juste pour compléter, tout à l'heure, je crois que j'ai évoqué, nous, on s'en sert, en tout cas, on a été aidé par l'ADEME pour notre bilan carbone et on est soutenu aussi par la BPI à travers Diag Impact. Voilà, ça c'est très important pour des sociétés de taille moyenne de savoir qu'on peut se faire aider et accompagner, et ils ont justement un certain nombre de prestataires correspondant, j'irais, aux actions que l'on veut mener derrière une fois qu'on a mesuré, mais déjà aussi pour mesurer. Voilà. Dans le secteur public, Pierre, Guillaume, est-ce que vous connaissez aussi des organismes comme ça qui peuvent accompagner les organisations? C'est bien sûr qu'il y a certains participants qui émanent du secteur public. Guillaume, est-ce que tu as je ne citerai pas de nom, mais une possibilité, c'est aussi de se former à la méthode bilan carbone.
Alors c'est relativement, Ah oui. c'est un petit peu long et compliqué, mais en fait, une fois qu'on a, alors il y a deux niveaux, hein, il y a deux niveaux dans la formation qui est délivré uniquement par l'association Bilan Carbone, ce qui est un gage de qualité. Et en fait, le deuxième niveau ne sert qu'à pouvoir ensuite vendre de la prestation, mais il suffit d'être certifié premier niveau pour ensuite pouvoir réaliser soi-même en interne le bilan de carbone de son entité. Moi, c'est ce que je recommanderais, c'est de former une ou deux personnes en interne et qui ensuite va réaliser ce bilan carbone avec tous les outils qui lui auront été délivrés par l'association lors de la formation. Et bon, bah, c'est un peu le premier, sans doute un peu long et fastidieux parce qu'il faut collecter la phase de collecte des données est assez complexe et puis on peut facilement faire des erreurs. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, c'est très, je pense, très pertinent de le faire en interne. En fait. Je peux peut-être rebondir sur un témoignage, en fait, hein, le témoignage Groupe Cerda. Donc, Groupe Cerda, il y a Cerda qui opère la partie consulting et la partie formation. Et puis, il y a la partie Archimag et agence de communication S. Et donc, on a pris le sujet de manière globale, c'est-à-dire on est parti effectivement dans une approche RSE au niveau global, mais avec un modèle très très particulier qui est la perma-entreprise sur le modèle de la permaculture. Alors, je ne vais pas le développer ici parce que en keynote de clôture, mon associé et ami Louis Guerre va porter effectivement ce sujet et le partager avec vous. Donc, restez bien connectés, voilà. Et je peux témoigner plus en particulier en fait sur tout le travail de bilan carbone qui a été fait. Donc, on est parti effectivement sur en lien. Alors, le côté financier, c'était effectivement un montage mixte à la fois groupe Cerda et puis ADEME, hein, de toute façon. Et puis, au niveau opératoire, il y avait les sachants, les experts, etc., qui sont les ingénieurs de Coopérative Carbone, hein, qui effectivement ont à la fois ont les formations qui vont bien avec, hein, les expertises qui vont bien avec, hein, et qui nous ont accompagnés. Donc, dans la vraie vie, globalement, l'accompagnement ne veut pas dire surtout pas qu'ils font le travail à notre place. Hein. C'est-à-dire, on a dû faire un gros travail de collecte de données. Et ça, ça on le sait à chaque fois qu'on fait du consulting chez nos chers clients publics ou privés, aller chercher des données, collecter des données, c'est compliqué. Donc, ça a été pareillement compliqué au groupe Cerda. Il a fallu effectivement qu'on aille chercher toutes les factures, les qualifications de notre imprimeur d'Archimag. Il ne voulait pas les donner, c'était compliqué, etc. Après, il a fallu mesurer les kilomètres par type de véhicule de tous nos stagiaires. Ça, on ne l'avait jamais calculé, on ne l'avait jamais identifié. Donc, ça veut dire qu'il a fallu effectivement voir lesquels venaient en voiture, lesquels venaient en TGV plutôt ou en TER, parce que, ou en région parisienne plutôt en RER, etc. Donc, il y a des taux et des calculs à faire qui sont différents. Si on veut effectivement être dans une approximation la plus proche de la vérité et de la réalité, en fait. Donc, sachant ça, que on a pris quand même globalement. Laurence, tu disais que c'était 2 mois pour faire ça. Un chapeau, parce que nous, on n'a pas été aussi bons que toi. Nous, on a mis à peu près 4 ou 5 mois, quoi, en fait, hein, pour vraiment à la fois collecter, consolider, feuille de route, etc. Et donc, partager aujourd'hui que notre sujet, il est principalement sur à la fois les déplacements côté formation et le gros énorme sujet qui est un sujet aussi stratégique, c'est les Archimag en papier, un magazine sans papier. Bon, il y avait Mediapart, d'accord, mais il y en a pas. Il y a beaucoup de journaux qui existent et qui tremblent en disant, mais si on est en électronique, si on bascule en électronique, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tous nos lecteurs vont nous abandonner? Enfin bon, c'est compliqué. Voilà, donc on est en plein là-dedans, mais c'est des vrais sujets et c'est pas des petits sujets, c'est vraiment des gros sujets d'entreprise. Donc voilà, donc la couverture
Côté E, ben ça, on l'a fait avec la coopérative carbone. Donc ça, c'est quelque chose, si vous avez besoin, il peut y avoir effectivement un bon accompagnement de ce côté-là. Et puis, du côté S, eh bien, étape attente de la keynote de clôture. Voilà. Merci Pierre. Une dernière question et puis on laissera la main pour la présentation précédente. Pour vous, Mehdi, qui nous avez parlé du vrac numérique, est-ce que vous avez des chiffres, des indicateurs un petit peu qui témoigneraient des économies d'émissions carbone ou en tout cas de l'impact environnemental du vrac numérique avec versus sans? Est-ce que c'est des choses que vous avez été en mesure de mesurer chez Spark Archive ou des retours d'expérience à ce sujet? En termes de retour d'expérience, on en a encore, enfin, on n'en a pas encore. Comme je l'ai On expliqué, t'entend pas très bien, Mehdi. Allô? Oui, Oui, on c'est mieux. t'entend mieux. Ouais. Donc, en termes de retour d'expérience, actuellement, on n'en a pas encore, parce que la solution n'est pas encore finalisée, pas encore commercialisée. On est encore à l'analyse, sur la partie analyse. On va commencer un bout de conception. Il nous manque on est encore en train de récolter des informations sur la partie contexte global pour pouvoir en fait proposer une vision claire sur l'impact que peut avoir en fait ce type de solution sur une culture globale. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de vrac, et ça, c'est un sujet qu'on constate quotidiennement. Parce qu'en fait, ce sujet émane bien sûr des politiques qui sont en cours au sein du groupe, mais émane également des demandes et des sollicitations qu'on peut rencontrer de la part de nos prospects ou clients. Donc, c'est une problématique qui est assez commune. Je pense que d'ici quelques temps, j'aurai plus d'éléments chiffrés à communiquer. Donc, je vous invite à nous réinviter pour qu'on puisse faire un update des éléments à présenter. Mais avec grand plaisir. Super. Bah écoutez, merci à tous. On va en rester là pour cette conférence. Comme ça, la suivante pourra aussi commencer avec un tout petit peu d'avance. Merci en tout cas pour votre participation. Merci également aux personnes qui ont suivi cette conférence. Et puis, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au Au revoir, revoir. merci beaucoup.